Bonsoir chers amis, chers internautes. Nous nous retrouvons avec plaisir après l'émission de la semaine dernière où nous avons un peu parlé de naturopathie avec Tal Chaler. Ce soir, nous accueillons un naturopathe en la personne de Guillaume Bousquière qui, avec Sébastien Yosia, pharmacien et laborantin, et je dois vous signaler infirmiers suspendus, je dois préciser. Tous les deux vont nous expliquer leur expérience et les travaux qu'ils ont entrepris. Anne-Marie Yim, que vous connaissez bien sur cette chaîne, collabore avec eux et va leur apporter son interprétation de chimiste organique. Alors, bonjour Sébastien, bonjour Anne-Marie, bonjour Guillaume. Bonjour Jackie, bonjour. Merci de nous accueillir. Merci beaucoup. C'est vraiment un plaisir. Je sais que depuis un an, vous avez réalisé 3 types d'observations dans vos expérimentations, des injections pures, des injections in vitro et des injections in vivo, vous nous préciserez ça. Mais qu'est-ce qui a motivé votre expérimentation ? Qu'est-ce qui vous a décidé à faire ça, puisque ça ne fait qu'un an que vous avez entrepris vos travaux? Déjà, avoir les compétences, puisque moi, je suis de formation laborantin, même si j'ai jamais exercé, parce que j'étais voué à faire autre chose, et d'ailleurs, j'ai exercé en tant qu'infirmier pendant plus de 20 ans. Mais de fait d'avoir les compétences nous a motivés pour opérer ainsi. Et puis en plus, il y avait un petit esprit de revanche, entre guillemets, puisque comme j'ai été suspendu le 14 septembre. Pour moi, il n'était pas acceptable de laisser les choses comme ça, sachant que j'avais déjà observé sur le terrain des événements dramatiques concernant les patients. Donc forcément, ça nous a poussé à la curiosité. Et puis j'ai vendu ma maison ne pouvant plus la financer. Et avec le peu d'argent que j'ai récupéré, déjà, je me suis acheté un camping-car pour me mettre à l'abri. Et bien sûr, on a acheté un microscope équipé d'une caméra pour faire le point sur ces observations et sur ce qu'on craignait au final. Bravo, bravo. Et vous vous connaissiez déjà? Vous vous êtes retrouvés comment? Qu'est-ce qui vous a rapproché? Oui, ça faisait un moment qu'on travaillait déjà ensemble et en fait, on se connaît depuis presque une dizaine d'années. Oui. Et ce qui nous a motivés, c'est qu'on a très très vite vu qu'au niveau de la pandémie, le mot était bien large en fait, et en fait, on s'est vite aperçu qu'il y avait une supercherie derrière tout ça, entre ce qu'on constatait sur le terrain et ce qui était dit par les médias. Après, on a intégré assez rapidement Réinfo Covid, qui nous a mis aussi le pied à l'étrier. Oui. Voilà, on faisait des réunions toutes les semaines, c'est ça, avec Réinfo Covid. Et ça nous a permis d'échanger en fait des observations sur le terrain, France entière, et d'être au fait au jour le jour de ce qui se passait réellement. On échangeait énormément de documentation, de publications, de traitements, et en fait ça a permis d'avancer dans la crise un petit peu d'une autre manière que ce qui était annoncé dans les gouvernements. Pendant un an, il n'y avait pas de vaccin. Et en fait, dès le début, on a bien compris que le narratif nous disait dès le début, ce qui nous sauvera tous, c'est le vaccin. Or, nous, on arrivait déjà à soigner les patients avec des remèdes relativement simples. Quand on prend la vitamine D, la vitamine C, le zinc, des choses comme ça, on arrivait déjà à éviter d'avoir une aggravation des symptômes. Les 2 premières années, moi, je les ai passées comme ça sur toute ma patientèle. Vitamine C, vitamine D et zinc, puisque je n'avais pas besoin de prescription. Et c'est passé sans problème. Je n'ai eu aucun cas Covid, et encore moins, bien sûr, de décès liés au Covid. Par contre, lorsque la vaccination est arrivée, les injections géniques sont arrivées, moi, j'ai perdu 2 patients directs. L'un d'entre eux n'a même pas eu le temps de faire la deuxième dose. Et quant aux autres patients, j'en ai eu deux qui sont allés à l'hôpital, un pour myocardite, mais à l'époque, on ne savait pas que c'était lié à ça, et l'autre pour insuffisance respiratoire qui a nécessité de l'oxygénothérapie à domicile.
Oui. Je voudrais juste rajouter que par rapport à la cellule dont vous faisiez partie sur Info Covid, enfin, vous avez eu l'occasion de côtoyer aussi Olivier Pessanti qui travaillait sur l'identité numérique non coercitive. Je pense que ça vous a aussi attiré votre attention sur le lien avec le transhumanisme et l'identité numérique, forcément. Est-ce que, enfin, tout à fait, parce que dès le début, en fait, on l'a compris bien plus tard. En fait, on n'a jamais été en contact avec Emmanuel Pessanti. Si vous voulez, on va essayer de résumer très rapidement parce que c'est quand même assez complexe. Oui. On a fait partie de la cellule vaccin, on va dire. On a même été animateur du groupe vaccin au niveau Occitanie pendant 5 ou 6 mois, quelque chose comme ça. Et en fait, au printemps 2022, donc c'était 2021, pardon, au printemps 2021, on a commencé, donc ça faisait 2-3 mois que les injections venaient d'être déployées en France, et on a constaté au niveau de la pharmacovigilance qu'il y avait énormément de problèmes, d'effets secondaires. De là, en fait, on a créé un gros, Réinfo Covid a créé au niveau national un groupe vaccin, mais interrégional et pluridisciplinaire. Ce groupe-là, il avait pour but, en fait, de créer un site de pharmacovigilance citoyenne. Oui. Et de pouvoir, en fait, récupérer des informations sur les effets indésirables des personnes qui avaient subi des injections, de récupérer des témoignages et d'en faire une analyse pour pouvoir après interpeller les pouvoirs publics et éventuellement la justice. Ce site-là, on y a travaillé pendant 6 mois et il a été torpillé un petit peu de toutes parts. Et c'est qu'à la fin, donc 6 mois plus tard, on va dire en septembre 2021, que le jour de la parution de ce site-là, un autre site d'effets indésirables a été mis en ligne par un autre groupe qui était dirigé par Emmanuel Pessanti. D'accord? Donc ce site-là a été fabriqué par Emmanuel Pessanti. Et notre site internet, en fait, s'est fait voler le nom de domaine le jour même à 4 heures du matin. Réinfo Covid s'est fait voler en fait le nom de domaine de notre site qu'on avait fabriqué pendant 6 mois. De là, en fait, on s'est aperçu qu'il y avait une taupe chez nous, que probablement c'était l'informaticien qu'on suspectait depuis quelques semaines. Ce même informaticien nous avait informé quelques semaines avant qu'il avait effectivement été approché par Emmanuel Pessanti. Et donc, du coup, c'est comme ça qu'on a fait les liens. Et quand on a alerté le national, en fait, il ne s'est rien passé pendant quelques mois. On a même eu des pressions. Une des personnes a eu de sérieuses pressions. Bref, peu importe. Dans tous les cas, tout ça a capoté. Le site n'a jamais été en ligne. Le site de Réinfo qu'on a monté pendant 6 mois n'a jamais été mis en ligne. Et le site de Pessanti a été, lui, par contre, relayé à tour de bras par tous les résistants, en toute bonne foi. Et ce n'est que quelques mois plus tard que les liens ont été faits et qu'en fait, on a appris que Emmanuel Pessanti en fait travaillait pour le cabinet d'Edouard Philippe, qu'Emmanuel Pessanti avait travaillé surtout avant pour le cabinet du Premier ministre sous François Hollande, qui était du coup, son nom m'échappe maintenant, c'est pas grave. Et donc du coup, en fait, effectivement, on s'est aperçu qu'il y avait quelque chose de pas très très net. Et en fait, 1 an plus tard, ce site-là a disparu. Enfin, c'est pas qu'il a disparu, c'est transformé en site érotique. Donc on a bien vu qu'en fait, ce site-là était un site érotique. Érotique. Donc on a bien vu que ce site-là était bidon, complètement bidon. Mais ça, on l'a vu 1 an plus tard, 1 an et demi plus tard. C'est scandaleux. On a toutes les preuves. Donc, effectivement, c'est scandaleux. Et au final, en fait, moi, en octobre-novembre 2021, je me suis retiré de Réinfo Covid. J'ai assez donné de ma personne, beaucoup. On faisait 4, 5, 6 réunions par semaine pour avancer sur ces projets-là, entre autres. Et au final, on s'est senti vraiment trahi et pas soutenu par la nationale. Et au final, c'était l'omerta totale. Plus personne n'a voulu en parler au niveau du national. Donc, je ne vais pas accuser qui que ce soit. Après, c'est leurs oignons, c'est leur problème. Oui. Mais effectivement, je rappelle juste pour chercher qu'est-ce qui se passait réellement.
Moi, je trouve Vas-y, ça Amanda. absolument scandaleux Oui. parce que c'est vraiment un contrôle au niveau de l'information. Et quand on voit que Emmanuel Pessanti fait partie de la French Road et qu'il travaille sur le développement de l'identité numérique non coercitive qui permet le contrôle à l'accès Internet et aux fiches SERPA du gouvernement, au service public, hein. Donc, pour déclarer un changement, par exemple, une carte grise, etc., des choses comme ça, hein, par exemple, ou Il y a même écrit certificat sur de son naissance site pour voter, Oui. hein. Il y a même écrit pour aller voter, hein. Donc, pour c'est très, voter très aussi. Bon, large. Le panel de c'est services grave. va de la création d'une entreprise au vote, On, à des informations administratives. oui. C'est On ne peut effectivement, que regretter qu'au sein des gens qui sont de notre côté, des éveillés, il se passe des malhonnêtetés comme ça. Mais justement, cette émission va vous donner l'occasion de mettre en oui. évidence vos travaux et on va peut-être revenir là-dessus. C'est Oui. ça. Et Guillaume et Sébastien, je veux dire, sont deux âmes très très lumineuses, je pense. Et Sébastien, Guillaume, il pourrait peut-être raconter pourquoi il est motivé de faire ces recherches-là, parce il est tombé sur deux runes là lors d'une promenade. Si tu peux brièvement toucher, parce que je trouve que c'est Oui, extraordinaire. je sais qu'il y a une dimension spirituelle qui ne doit pas Oui, nous on risque de échapper sortir dans du nos sujet là. démarches. Ouais. Non, En non, deux mais minutes, juste en 5 deux minutes. minutes, ce Juste qu'il y 5 a. minutes. 5 minutes. Vas-y, vas-y. Et après, on y va. On rentre dans le sujet. Mais je trouve On que sort c'est un un peu témoignage extraordinaire. À vous. oui, Oui, effectivement. c'est Alors, ça. on sort un peu du cadre. Effectivement, on n'a pas 2 heures d'émission, alors c'est ça qui est compliqué. Oui, oui, oui. Mais on va essayer de faire très simple, même si l'histoire est longue et complexe. Je suis effectivement, moi, persuadé qu'on est soutenu et guidé. D'accord? On va dire ça comme ça. Il y a plus de 2 ans, au tout début de la pandémie, en fait, en juillet, l'été, Sébastien m'a amené dans des lieux de haute énergie, on va dire ça en Ariège. C'est des lieux qui étaient vénérés par les Cathares à l'époque, donc par les Des zones parfaits, telluriques, sur des points telluriques. et sur des points telluriques. Et donc j'ai fait la découverte de 2 pierres, on va dire complètement par hasard, dont une était Il enterrée n'y a pas à de 15 ou 20 cm de profondeur. Et à 1 heure d'intervalle, je me retrouve face à 2 pierres sur lesquelles il y avait gravé des runes. J'en ai encore la chair de poule en parlant. Ouais. Mais en tout cas, ça a été très, très, très bouleversant. émouvant. Il s'est passé beaucoup de choses ce jour-là. Et les semaines qui ont suivi, je les ai gardées pendant 1 mois. Et en gros, il y avait 4 symboles sur ces runes. La première, sur ces pierres, le premier symbole, c'était l'éclair de Thor. En gros, c'est la lumière divine, c'est le feu qui vient du ciel. La seconde rune, c'était une double rune. On avait Man, l'homme, mais aussi l'étalon, celui qui ensemence et la terre, mais qui aussi va féconder la femme, qui se trouve en position principale. Et en dessous de lui, on a X, le gémeau, l'ovule fécondé. Donc en fait, on voit au milieu qu'on a l'homme et la femme, qu'on a en fait l'espèce humaine qui est représentée sur ces 2 runes. Et enfin, pour terminer, à la fin, on a le Y inversé qui représente la torche. Et la torche, c'est la domestication de l'homme, du feu par l'homme. C'est les prémices de l'humanité, c'est la connaissance spirituelle, la connaissance universelle qu'on nous transmet. Et donc, quand on fait l'analyse de tout ça, j'ai eu énormément de visions et de choses qui m'ont été apportées derrière, et j'étais persuadé qu'il y avait une attaque sur l'humanité. Oui, Vraiment, l'humanité était en danger et là, ça vous a été révélé. C'est ce qui a déclenché votre travail. Bravo. Voilà, c'est très fort, hein, c'est très très fort, c'est extraordinaire comme témoignage, c'est très fort. Absolument. Donc, vous nous réunit tous, en fait. Donc, vous avez acquis un microscope. Oui. Et puis, vous avez fait des expérimentations. Donc, vous avez observé des injections qui étaient réalisées sur les patients, enfin sur les volontaires. Et puis, vous avez comparé in vitro l'injection sur le sang
d'une personne non injectée, et puis in vivo, vous avez comparé du sang d'une personne non injectée avec celui d'une personne injectée. Et qu'en avez-vous déduit? Qu'avez-vous observé? D'abord, je tiens à préciser que la méthodologie qu'on a employée est très certainement discutable sur plein de plans, j'en conviens parfaitement, donc je n'ai aucune prétention en termes de science, juste je ne suis qu'un observateur, nous ne sommes que des observateurs. On a eu le culot, comme dirait Anne-Marie, d'observer certaines choses, d'avoir la franchise de le faire et de le diffuser. La première des choses a été effectivement d'observer les flacons seuls. Et félicitations et bravo pour votre travail, parce que comme je le dis, ils sont rentrés par la petite porte dans la cour des grands. Voilà. Merci. Bravo. Merci Anne-Marie. Et effectivement, c'est un travail qui complète celui, parce que je me suis posé la question, comme ce n'était pas le même matériel que les super microscopes à lumière noire, etc. Et ça, donc l'observation est différente, mais voilà, c'est formidable si ça a pu apporter des informations nouvelles. Alors, vous allez nous expliquer si ça vient de votre méthode, du microscope, de la préparation. Expliquez-nous ça. On ne l'a pas inventée puisqu'elle existe depuis des années. C'est une des colorations les plus utilisées en médecine. C'est la coloration du Megram-Valgensa, qui est une coloration tissulaire et notamment du sang, pour voir l'allure des globules blancs et des globules rouges, pour voir les éventuels parasites qu'on en trouve. Donc, c'est une méthode qui existe depuis à peu près 80 ans de mémoire, si je ne me trompe pas, et qui a largement fait ses preuves et qui continue à être utilisée par tous les biologistes et les médecins anatomopathologistes. Oui. Donc, moi, c'est une coloration assez simple à mettre en œuvre, qui fait référence. Ça me semblait logique de l'utiliser, notamment pour l'observation du sang. Le sang étant un tissu fluide, il est facile à étaler, il est facile à exploiter. Donc, c'était couru d'avance qu'on allait exploiter cette voie-là. En plus de la coloration, on a aussi observé les injections de façon brute, totalement neutre, sans ajoution de quoi que ce soit. Et on a observé aussi du sang de personnes non injectées comparé à du sang de personnes injectées, avec ou sans colorant là aussi, selon si c'est un traitement. Vous avez sélectionné des extraits de vidéos des deux films que vous avez réalisés avec Nexnose. Donc le mieux, c'est qu'on commence à présenter le premier extrait. C'est du sang tout à fait ordinaire, qui n'est pas injecté, qui n'est pas coloré. Donc, on voit des globules blancs qui apparaissent ici légèrement transparents. Il y en a pas beaucoup, on en voit 2 sur la vidéo. Et éventuellement, des globules rouges en grande quantité, bien sûr. Ce sont des disques ronds, biconcaves, parce qu'ils n'ont pas de noyau, ils sont aplatis par le centre. Et on voit donc des cellules tout à fait normales, standards. Parfait. Là, en fait, on peut dire que c'est quelque part notre étalon de comparaison. C'est vraiment des images qu'il faut garder en tête pour comparer tout ce qu'on va voir par la suite. Oui, d'une personne saine. Exactement. Vous remarquerez que les globules rouges sont parfois empilés en assiette, mais c'est pas l'alpha et l'oméga. Enfin, on a toujours appris en médecine et autres que les globules rouges pouvaient se mettre comme ça lorsqu'ils circulaient. Donc, j'en fais pas un laïus là-dessus. Hein. Les globules rouges se mettent un peu comme ils peuvent et comme ils veulent dans la circulation et même sur une lame. Oui, mais c'est pas ça. Ça, c'est par rapport à certaines observations d'autres équipes. Il y a eu des observations, je crois, sur plus de 16 pays, avec combien d'équipes il y a eu? Donc, et il y a certaines images où on voit bien des rouleaux qui se mettent. Oui. Ils n'expliquent pas par un changement de la polarisation au niveau des membranes des globules rouges, mais eux, ils n'ont pas vraiment. Leur découverte, elle est ailleurs. Elle est sur la fusion des membranes et elle est sur. Bon, je ne vais pas tout dire, mais ça va arriver. Voilà, mais... on a travaillé sur autre chose parce que les globules rouges. Alors, on va passer à la vidéo suivante. Voilà, oui. Les globules rouges, on sait qu'ils sont changés tous les 120 jours à peu près, donc c'est pas un élément qu'on a retenu comme tel. Là, on est in vitro. Là, on est in vitro, donc en tube à essai, d'accord. Donc, dans un tube à essai, on a pris, même directement sur la lame, en fait, du microscope, on a pris une goutte de sang d'une personne non injectée et on a mis une goutte du produit. Donc là, on observe déjà des globules blancs. C'est un des vaccins. Et donc là, on commence à observer des fusions cellulaires en l'espace d'une demi-heure jusqu'à à peu près 2 heures. On a cette masse qui se forme. Avec les globules blancs qui sont regroupés et qui sont en train de fusionner. On voit les membranes disparaître par endroits. Il y a différents grades de fusion. Le grade le plus léger, c'est certainement celles qui sont en périphérie, et le grade le plus prononcé,
c'est ceux qui sont au centre, puisqu'on ne reconnaît même plus aucune membrane et qu'on ne sait même plus où sont les noyaux. Et à l'extérieur Ça, de et cette. ça, c'est la découverte majeure, je dirais, de leur observation et de leur travail, que personne, c'est eux qui ont amené ces premières images, là, disons. C'est eux qui ont amené ces premières images par rapport à Pablo Cambra ou à Nick Anderson ou à Anna Maria Micela ou même à Jacques Bauer ou à d'autres équipes, David Nixon, etc., aux Argentins. Eux, ils ont vraiment mis ça et et aussi, ils ont mis, parce que sur certaines images, on voit pas les globules blancs. Mais eux, ils ont mis en évidence les globules blancs et c'est extraordinaire. Mais il faut dire qu'ils ont observé ça. Vous avez observé ça pendant combien? 9 mois, c'est ça? 9 Alors, mois, toute la... Maintenant, un an. maintenant, ça fait 1 an, et même 1 an après injection, on retrouve des cellules fusionnées chez les patients. Ouais. Et alors, ça, ce qui est extraordinaire, c'est que ça a été confirmé dans 3 publications scientifiques qui sont très récentes. J'ai fait une recherche sur PubMed. Donc, il y a une de 2021 d'une équipe, ça s'appelle SARS-CoV-2 Spike Protein Dictates Syncytium Mediated Lymphocyte Elimination. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il y a une fusion qui peut être cellules identiques ou cellules différentes. On dit ça hétérotypique ou homotypique. Et tu peux peut-être montrer, Guillaume, tu sais, l'image que j'ai envoyée. Le schéma que tu m'as transféré tout à l'heure? Oui, tu sais, que tu viens de montrer tout à l'heure. La fusion des cellules. Comme ça, on peut expliquer. Et ça, c'est extraordinaire. Enfin, je veux dire, ils ont capturé ça sur microscope optique. C'est extraordinaire. C'est ça le résultat qu'il faut souligner ici et qu'il faut applaudir. Hein. Tu sais, oui. Voilà. Qui sont reproduits parce qu'une autre fois. Et à chaque fois, ça passe la même chose dans l'ordre. Voilà, ici on voit une cellule, on voit le virus du SARS-CoV-2 là, tout en haut, à gauche. Puis on voit le récepteur de la CE2 et on voit que la cellule, elle rentre dans le cytoplasme et elle injecte en vert son ARN. La bulle bleue, c'est le noyau. Ce qui est en orange, c'est le Golgi ou le réticulum endoplasmique. Et on voit 2 cellules qui sont en train, en fait, de fusionner. Et ça donne une grande cellule et il y a plusieurs noyaux. Alors, ça peut être plusieurs cellules qui fusionnent. On appelle ça des cellules géantes. On appelle ça des syncytiums, au pluriel des syncytia. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ces cellules-là peuvent internaliser des lymphocytes. Et ces lymphocytes, ensuite, très très rapidement, hein, alors ils ont donné par exemple la vitesse de fusion des membranes plasmiques à 45 nanomètres par seconde. Et elles expriment donc, la spike exprime une glycoprotéine. Et ces glycoprotéines-là voilà, sont responsables de ces fusions cellulaires. Et ensuite, une fois que les lymphocytes T sont internalisés, ils sont tués. Et c'est pour ça qu'on assiste à ce qu'on appelle une déplétion des lymphocytes T, notamment des CD4 et des CD8. Oui. Donc, ça veut dire qu'il y a une diminution du nombre des lymphocytes T, tout simplement. Et c'est pour ça qu'on assiste à une lymphopénie. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ça peut se produire aussi en dehors d'une protéine sérase qui est à la surface de la protéine des cellules. Ça peut se produire au moment de la réplication virale, une fois que l'ARN commence à être lu par les ribosomes et à synthétiser la protéine spike par la cellule, à faire synthétiser la protéine spike par la cellule. Et c'est ça qu'on a mis en évidence. Alors, ce que je peux dire, il y a un fait qui est très très intéressant, c'est qu'une fois que la protéine spike est synthétisée et qu'elle va passer à l'extérieur sous forme de virion, elle s'associe au cholestérol. Et c'est ça qui est intéressant parce que moi je me suis toujours demandé, mais pourquoi ils ont mis du cholestérol au niveau de la formule des vaccins, puisque le vaccin contient l'ARN messager, des phospholipides, je rappelle, l'AL 159 et 305, du cholestérol et puis de l'eau à pH physiologique avec des sels, hein, du chlorure de sodium, entre autres, mais pas que, etc. Donc, moi, je me suis toujours demandé, mais pourquoi
ils ont mis du cholestérol. Et là, je suis tombée en lisant sur la dernière publi qui est parue en 2022, très récemment, que la spike s'associe au cholestérol et que la présence du cholestérol favorise la formation des syncytias, donc la fusion. Et cette fusion est capable donc d'altérer les propriétés biophysiques de la membrane plasmique. C'est du cholestérol qui est apporté de l'extérieur. Non. C'est un cholestérol qui est mis dans le vaccin. Oui, c'est ça. Ça n'utilise pas le cholestérol du patient. Ah ben, ça pourrait utiliser le cholestérol. Mais ce que je veux dire, c'est que le cholestérol, ils augmentent la dose de cholestérol de façon pour favoriser la fusion membranaire, en fait. Moi, c'est ce que je comprends. C'est ce que je comprends. Parce que Anne-Marie, la fusion membranaire, on la retrouve très très bien in vitro et très rapidement parce que les globules blancs sont limités dans l'espace et dans leur mouvement. Par contre, in vivo, on la retrouve moins facilement, même si on la retrouve. Tout simplement parce qu'il y a probablement un flux sanguin qui circule et qui ne permet pas aux cellules blanches d'être toujours en contact les unes avec les autres. Oui. C'est une possibilité. Mais on en retrouve quand même des cellules, notamment des cellules transformées, considérablement modifiées dans leur morphologie. Ça, on en trouve en pagaille, y compris chez les patients. Ouais. Une autre observation nous montre un amas conséquent de cellules qui semblent fusionner entre elles. Le bord de cette même cellule, de cette gigacellule, est constitué de cils. Vous voyez l'activité intracellulaire ainsi que les cils qui sont en bordure de parois. L'ensemble des cellules présentes sur cette masse semble fusionner. Il n'y a plus de parois cellulaires distinctes. Alors, juste pour compléter par la clinique, parce que c'est toujours la clinique qui parle le plus, on a tous constaté que les gens qui étaient injectés avaient développé une baisse de l'immunité, effectivement, ce que tu disais tout à l'heure, Anne-Marie, mais on l'a vu cliniquement parce qu'ils ont tous sorti de l'herpès, du zona, des pathologies normalement chroniques et enfermées dans le système immunitaire. Mais là, le système immunitaire étant rabaissé et forcément fatigué, toutes les pathologies classiques sont ressorties massivement. C'est notamment le cas pour le moment pour les cancers et autres. Et je voulais préciser aussi que les conséquences de la formation des syncytias qui a été décrite dans la publication, ça favorise les pathologies. Alors ils ont dit ça favorise la dissémination du virus, c'est-à-dire le virus se propage et infecte d'autres cellules. Hein. La cytotoxicité des cellules, les cellules deviennent cytotoxiques, elles sont malades. Ça favorise l'évasion immunitaire, l'échappée immunitaire, et ça favorise l'inflammation. Donc, on est sur un terrain hautement inflammatoire, et donc qui favorise effectivement des cancers. Et c'est capable d'inhiber aussi des réactions du système immunitaire. C'est très grave cette histoire de fusion de cellules. Ah oui, c'est extrêmement grave et on le retrouve vraiment fréquemment chez les personnes. On peut parler d'un syndrome immunitaire déficient. Ah oui, absolument. Ouais. Absolument. Ouais. On va voir la suite. Alors voilà. C'est une autre personne qui a reçu 2 injections. On voit une fusion cellulaire. La première fois qu'on l'a vu, on n'a pas trop compris ce qui se passait, ce que c'était exactement. C'est que bien plus tard qu'on a compris que c'était des globules blancs qui s'étaient agglomérés et qui commençaient à fusionner. La personne allait bien, relativement bien. Bon, c'était plusieurs semaines, plusieurs mois même après l'injection. Donc probablement le stock de globules blancs était un peu remonté pour lui permettre de vivre normalement. Mais on peut facilement imaginer que 24, 48 ou voire une semaine après l'injection, les gens soient très très fatigués et très sensibles à toutes les infections. C'est une possibilité. Après, ce sont des personnes qui sont souvent extrêmement fatiguées, qui enchaînent les petites pathologies, on va dire, du quotidien. Tous les mois, ils ont un rhume ou quelque chose qui traîne, qui vient. On va rappeler quand même qu'après les injections, lorsqu'on est arrivé à peu près à 70% de la population injectée, on est monté à 500 000 cas positifs de Covid.
dans la foulée. Donc, un peu atypique pour un vaccin qui est censé nous protéger. Finalement, il aura plutôt favorisé l'évolution et l'explosion du Covid dans sa forme Omicron, Dieu merci. Et ça a été confirmé statistiquement parce qu'en 2020, ils ont vu que lorsqu'il y a eu le premier confinement avec la souche originelle de Wuhan, il n'y avait pas de surmortalité dans les pays. Et ensuite, en 2021, quand ça a commencé la vaccination en France, c'était le 27 décembre 2021, le jour de la Sainte Famille. Au Luxembourg, c'était le 1er janvier. Et là, 2021, 2022, il y a eu des pics de surmortalité qui ont suivi les période de vaccination, surtout après la 3e dose, et notamment dans le délai des 15 jours après la dose 1, la dose 2, ou même surtout le booster. Ça, c'est cette période-là qui a été la plus sombre parce qu'ils ont caché la réalité, une fois de plus. On peut passer à la vidéo suivante parce que là, on va s'intéresser à une femme aussi injectée où on va voir directement dans son sang l'effusion cellulaire. Tout à l'heure, on a vu une grosse déformation. Là, on voit carrément des globules blancs qui se regroupent entre eux. Alors ça, c'est un traitement qui a été fait la semaine dernière, donc qui n'est pas vieux du tout. On retrouve nos globules blancs qui sont agglutinés et parfois fusionnés les uns aux autres. Alors, lorsqu'on colore ces globules blancs au microenvironnement ça, on retrouve les cellules fusionnées avec les membranes effacées et avec les noyaux multiples au sein de cette gigacellule. On les retrouve très facilement. Ça détruit notre, pour faire court, en clair, ça détruit le système immunitaire. On nous a fait croire que c'est pour booster et favoriser la synthèse d'anticorps par les lymphocytes B, et finalement, on s'aperçoit que il n'en est rien, que au contraire, tout le système immunitaire est détruit en fait, là. Parce que là, si on neutralise les TH0, enfin les lymphocytes T, et qu'on empêche la différenciation, la prolifération ou même la polarisation, c'est-à-dire les mécanismes de TH1, TH2 là, mais c'est fini. Enfin, je veux dire. Ouais. Moi, j'avais vu ça. J'avais vu ça parce que j'avais discuté avec professeur Montagnier et je lui avais dit, mais c'est comme dans le sida, ça détruit les CD4 et ça détruit les CD8, c'est les chefs d'orchestre du système immunitaire. Hein. C'est les chefs d'orchestre et notamment et les lymphocytes B, c'est eux qui produisent les anticorps, donc ils sont responsables de la réponse immunitaire humorale adaptative. Et en fait, ils ont besoin des CD4 pour pouvoir se différencier. Et à partir du moment où on tue les CD4, il n'y a pas de réponse immunitaire. Dès le départ, sur le papier, c'était quand même plus que bancal. Puisque quand tu demandes à ton organisme de fabriquer à la fois les antigènes et les anticorps dans le même temps, ça n'est pas possible, c'est schizophrène. Ça ne peut pas marcher. Et alors, à la 5e dose… Oui. Et en fait, ce qui est intéressant de voir, je ne sais pas si les personnes ont bien vu, à la fin de cette vidéo, ce qui est vraiment très, très impressionnant, c'est qu'on voit qu'à l'intérieur des globules blancs, on a tout un tas de petits points noirs. On a une activité énorme à l'intérieur qui a encore lieu plus d'1 an après la dernière injection. C'est-à-dire que nous, on constate chez les gens exactement ce qu'on observe en le faisant in vitro. D'accord? Et ça, c'est vraiment absolument incroyable. Alors la question, c'est aussi oui. Quand on dit que l'effet du vaccin diminue, c'est pas vrai? Non, alors c'est pas vrai parce que ce vaccin a d'autres fonctions à notre avis. Hein. Et notamment, on l'a repéré puisque les globules blancs se mettent à synthétiser les éléments, à fabriquer les éléments. Ça, on l'a vu en colorimétrie, on l'a fait en coloration, pardon, on l'a vu en direct. Tous les patients qui ont été injectés ont une quantité hallucinante, mais vraiment hallucinante, de petits éléments, de micro-éléments qui ressembleraient à des plaquettes. On a cru que c'était des plaquettes très longtemps. On a fait référence de ça avec une biologiste. On en parlera après. Mais on en parlera après. En fait, ouais. Oui, j'ai regardé la taille. La taille, ça correspond pas parce que c'est 17 microns. Et attends, tu vas voir. Tu vas voir. On t'a préparé une surprise. On en parlera dans 3 vidéos. Alors ça, c'est une autre personne qui a été injectée 2 doses et on reconnaît même plus les membranes des globules blancs. Ils sont tous soit déformés, soit gros, soit avec des cils. Soit avec des sortes de cils, effectivement, en étoile un petit peu.
Donc là, c'est très très surprenant. On ne reconnaît même plus en fait ce qu'on devrait observer dans du sang normal, des globules rouges et des globules blancs. Les globules blancs sont tous transformés en très grande majorité, à 90%, peut-être même plus. Là, tout ce qui est ça, par exemple, on ne sait pas ce que c'est au départ. on ne sait pas ce que c'est. C'est Tout à ce la qui base. est bleu transparent, je croyais que c'était des plaquettes, mais c'est beaucoup trop gros. Donc, il ne s'agit pas de plaquettes. Bah, moi, je pense que c'est pas des plaquettes. Il y en a qui ont dit c'est des globules rouges qui, comme le milieu extérieur, il est beaucoup plus salé, donc ils ont fait, tu sais, l'eau est sortie, etc. Donc ça fait alors, les échinocytes qu'on peut remarquer parfois sur les transformations sur les globules rouges, à la rigueur, je peux l'entendre parce que les conditions d'observation sont pas très très bonnes pour eux. Donc, je comprends qu'il y ait ces transformations-là. Mais là, on est sur du sang frais, prélevé immédiatement et regardé immédiatement. Donc, il n'y a pas le temps de souffrir autant que ça. Par contre, on ne voit pas pertinemment qu'il y a des éléments transparents d'aspect en étoile que nous, on a appelé cellules dendritiques. Au début, on a appelé ça des cellules d'aspect dendritique. En fait, ce sont des cellules en étoile, en fait. Mais c'est intéressant que vous mentionniez ça parce qu'en fait, j'ai regardé les cristaux là d'oxyde de graphène, ils croissent à partir d'un site de nucléation et la croissance, on dit qu'elle est épitaxale, c'est-à-dire comme un épi de blé dans deux directions différentes avec des axes de symétrie communs et elle est fractale. Et fractale, c'est le mot que vous avez utilisé, c'est-à-dire c'est une cristallisation de cellules dendritiques. Ça a été inventé en fait parce que quand ils ont fait des réactions tu sais dans les cellules là, les piles, quand tu fais des réactions d'oxydoréduction, que tu mets par exemple une solution d'électrolyte, que tu prolonges 2 électrodes et que par exemple tu as une solution de sulfate de cuivre et que tu fais passer un courant, tu as un dépôt de cuivre. Et ce dépôt de cuivre là, en fait, quand il va sur l'électrode et qui se dépose, parce que c'est des petites particules de cuivre qui arrivent comme ça et qui se déposent, ça fait une croissance et qui ressemble justement à des cellules dendritiques. Les cellules dendritiques, c'est une classe de cellules de globules blancs, en fait, de leucocytes, qui fait partie de la classe, ce qu'on appelle des APC, ce qu'on appelle des cellules présentatrices d'antigènes. Elles sont capables de reconnaître la spike, de la digérer, de la couper en petits morceaux, de présenter ce qu'on appelle des épitopes à la surface sur ce qu'on appelle des MCH1 ou MCH2. Elles sont capables de présenter ça à des lymphocytes T pour justement déclencher la réponse immunitaire, notamment la polarisation et la formation par la voie des TH1 en tout cas, de la différenciation des plasmocytes en lymphocytes B et la synthèse d'anticorps. Donc au début, Anne-Marie, on pensait que c'était des cellules dendritiques. Et quand on a fait des colorations, Sébastien, on ne comprenait pas parce qu'en fait, on n'avait pas de noyau à l'intérieur. Parce qu'en fait, quand non, mais c'est intéressant. C'est coloration. Même si ça devait être des plaquettes, il n'y a pas de noyau dans les plaquettes. Donc c'est normal de non. Pas, les plaquettes, la taille, elle ne correspond pas. Les plaquettes sont très, très. Bon, exactement. Exactement. Ça ne correspond pas du tout. Et surtout, tu vas voir la suite, c'est pas des plaquettes. On va juste. Oui, chez cette personne, injectée il y a plusieurs mois, nous relevons la présence de cellules d'aspect dendritique en quantité. Chez cette même personne, nous relevons des éléments singuliers de type globule blanc avec des formes atypiques. Notez la longue queue située en arrière de la cellule et l'activité intracellulaire qui semble importante. Toujours à l'état frais, chez ce même homme de 80 ans, notez la quantité considérable de cellules d'aspect dendritique qui circulent. Oui. Alors moi, je tiens à préciser que c'était la biologiste qui vous avait dit que c'était des plaquettes activées. Moi, j'ai dit non, c'est des plaquettes activées parce que la taille correspond pas. 2, il y a plein de granules. Et au début, je pensais que c'était une dégranulation des basophiles ou etc. Parce que souvent il y a des phénomènes d'hypersensibilité, de choc anaphylactique, justement dû à la présence d'allergènes comme le polyéthylène glycol, puisqu'on a retrouvé des anticorps anti-PEG dirigés contre justement le polyéthylène glycol.
corticole. Donc moi, j'avais déjà fait une observation de dégranulation des basophiles ici au Luxembourg. Et du coup, j'ai pensé que c'était ça, mais c'est pas du tout les mêmes images. Ça ressemble, mais c'est pas les mêmes images que nous on a eues. Et donc, pour moi, je pense que le mot a été bien identifié, l'observation est juste. C'est une croissance dendritique, mais d'oxyde de graphène. Donc, c'est une croissance bien épitaxiale. Le mot est lâché. Il faut le lâcher. Je suis désolée de fâcher les gens qui nous écoutent, mais il faut le lâcher et on va le lâcher. Moi, je pense que tu peux le lâcher de toute façon. Ce qui est sûr et certain, c'est que ce ne sont pas des cellules à noyau, parce qu'en fait, on a fait la coloration au Megan Badgensa, qui nous permet en fait de bien observer ce qui est quand c'est un noyau, c'est coloré en violet, et quand c'est parce que c'est acidophile, et quand c'est une cellule comme un globule rouge, il va apparaître tout rose. Et là, en fait, là, on n'a pas de noyau dans ces cellules, donc ce ne sont pas des cellules. Par contre, ce qu'on a, c'est un dépôt en toile d'araignée. Et ce qu'on va voir apparaître, ce sont vraiment des formes de toiles d'araignée qui se répandent partout et qui vont relier toutes les cellules, les globules rouges les uns aux autres, à la manière d'une toile d'araignée avec une sorte de réseau neuronal. On a observé ça très très récemment et la prochaine vidéo va être assez troublante. En tout cas pour nous, elle est extrêmement troublante. Mais en fait, la vidéo d'avant, ce qu'on vient de voir à l'instant, elle nous montre ce qui s'est passé dans les mois qui ont suivi l'injection. Et là, la vidéo qu'on va voir juste en suivant, c'est ce qui s'est passé 1 an après l'injection. Donc, il y a une évolution de ces cellules dendritiques, cellules d'aspect dendritique qui n'en sont pas. Je rappelle, qui a la coloration ressort sous forme de toile d'araignée. Et on a utilisé ce mot-là innocemment, mais en fait, on se rapproche énormément de ce qu'on trouve dans les couches de protection cérébrale, la dure-mère, la pile-mère et l'arachnoïde. Donc, elle se développe. Oui, elle se développe au fur et à mesure du temps. Tel que ça a été injecté. C'est probable. Et les mots que les autres ont utilisés, c'était un auto-assemblage. Donc, les gens ont utilisé le terme d'auto-assemblage ou de croissance, à nouveau, croissance épitaxiale fractale. Pourquoi? Parce que on dirait que ce sont des cristaux, parce que les cristaux en chimie, on sait que les cristaux sont capables de croître. Mais le problème, tous les gens, les détracteurs qui nous disent il n'y a absolument pas d'oxyde de graphène, etc., ce sont des cristaux. Alors. Non. Ils disent, alors, Ryan Cole avait dit, non, il n'y a pas de métaux lourds, c'est des poussières. Et non, il n'y avait pas d'oxyde de graphène. Ce sont des cristallisations de cholestérol. Nous, on est en train de vérifier, là. Nous, on est en train de commander du cholestérol. On va commander du cholestérol. On va le purifier, on va le cristalliser et on va regarder. On va le regarder et pour montrer que ça n'a pas du tout le même aspect. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, il pourrait le montrer. On pourrait peut-être le montrer à la fin. Il y a un chercheur du CNRS là, qui a travaillé avec Guillaume et Sébastien et qui a fait une tomographie et qui montre exactement la structure géométrique. On voudrait faire voir l'aspect de ces plaquettes dendritiques. Parce qu'avec le microscope, on a réussi à faire un éclairage particulier qui fait ressortir ça. Ouais. Et ce que je voulais dire, c'est que voilà. On regarde la vidéo. Ouais. Alors, je ne sais pas si vous entendez le commentaire, moi non. Oui. On n'a pas fait de commentaire sur cette vidéo en fait. Alors, allez-y. Alors là, on a une cellule blanche, apparemment, ce qu'on peut appeler un globule blanc, a priori, parce qu'il y a vraiment une forme atypique, pour ne pas dire complètement. Donc en fait, on ne sait pas ce qu'on regarde. Non, c'est autre chose. Par contre, on a des aimants. Voilà, on a des aimants en étoile qui sont reliés les uns aux autres. Ces filaments sombres, là. Ouais. Ils sont extrêmement longs. Et ça ne peut pas être des plaquettes. Ils se relient les uns aux autres. Et c'est ces fameuses petites cellules dendritiques qu'on a vues sur la vidéo d'avant qui commencent à faire des prolongements très rectilignes, très très longs, et à se connecter les uns aux autres. Alors, je sais qu'il y en a parmi vous qui écoutent et qui sont probablement injectés. Voilà. Maintenant, vous avez quand même un vrai pouvoir. C'est de porter plainte pour empoisonnement, à minima. Ça, c'est une première chose, mais vous nous expliquerez comment ils peuvent se nettoyer, peut-être. Moi, là-dessus, je resterai très prudent parce que je n'ai pas suffisamment de recul, vraiment, et que je ne sais pas actuellement comment nettoyer le corps avec ça. Le sang que vous venez de voir là sont des gens qui font extrêmement attention depuis leur injection et qui ont fait certaines expériences de nettoyage, mais manifestement qui ne sont pas efficaces. Qu'est-ce qu'ils ont fait comme nettoyage?
Je pense qu'ils ont fait du classique NAC et compagnie. Mais bon, NAC, vitamine C, etc. Je sais qu'ils ont aussi essayé de travailler sur la fréquence. Donc voilà, moi, je peux pas en dire plus. Pour le moment, je n'ai pas Alors, de moi, recul moi, je sur peux commenter. quoi. Moi, je peux commenter par rapport à ça. Alors, les gens, ils confondent. La NAC n'est pas capable de dégrader l'oxyde de graphène. Par contre, la NAC est le précurseur du glutathion. Et le glutathion intervient au niveau du stress oxydatif. Donc, au niveau du phénomène oxydant. Phénomène accident. Donc, il faut pas prendre de la NAC, il faut prendre de la myéloperoxydase. La myéloperoxydase, c'est l'enzyme qui est contenue au niveau des neutrophiles et qui, elle, a été montrée, ça a été pris en microscope électronique, on a des images de neutrophiles qui arrivent, qui lâchent la myéloperoxydase et on voit l'oxyde de graphène être détruit. Donc, la myéloperoxydase, on en trouve dans ce qu'on appelle du radis noir, le horseradish. Quand vous allez manger des sushis, là, vous avez toujours ce wasabi, là. Vous pouvez en prendre. Ça s'achète, c'est pas très très cher dans un magasin chinois. Il y a de la poudre, vous pouvez le présenter, ou c'est déjà tout prêt. Vous mettez de la poudre, vous mettez de l'eau, et c'est ça qui est capable de dégrader. Donc, quand on traite avec la NAC, c'est qu'on veut empêcher ce qu'on appelle le stress oxydatif, c'est-à-dire la formation des radicaux libres, donc, etc., de la formation d'eau oxygénée qui peuvent oxyder les molécules comme les protéines, l'ADN, l'ARN et provoquer des cancers forcément. Donc, parce que il y a des phénomènes. On sait que Jean-Marc Sabatier, il nous a expliqué ça, que il y a une suractivation de l'ATR1 et qu'on a plusieurs phénomènes. On a des phénomènes de coagulation, des troubles de la coagulation, on a des phénomènes d'oxydation, on a des phénomènes d'inflammation et de tempête cytokinique, et puis et on a ce fameux oxyde de graphène qui provoque entre autres des vascularites et des coagulations, mais pas que. Et comme il y a l'aspect onde électromagnétique aussi, qui provoque aussi des phénomènes électromagnétiques, dirons-nous. Donc, par contre, l'oxyde de graphène, il faut dire aux gens d'essayer le radis noir, la myéloperoxydase, le wasabi. Alors, il y a des gens qui parlent d'utiliser la nattokinase, mais il y a beaucoup de controverses sur la nattokinase, parce que soi-disant, la nattokinase, elle est capable de cliver la protéine S1 au même titre que la furine ou la catepsine ou la trypsine, et que apparemment, ce serait pas très très bon. Alors, il y a encore des gens qui disent oui, il faut l'utiliser, mais d'autres qui disent non, il faut pas. Mais en fait, il n'y a pas, c'est tout nouveau, c'est un traitement tout nouveau qui vient d'être proposé très récemment et il n'y a pas encore eu d'études dessus avec des données en clinique multicentrique, etc. Donc, myéloperoxydase, je comprends. Et c'est vrai que Jacques, il utilise… Oui. Oui. Une chose que moi, après, voilà, effectivement, il y a des probabilités de remèdes qui sont intéressants et qu'il faut tester, pourquoi pas. Pour ma part, la première des protections qu'il y a à avoir, c'est de se retirer au maximum de tout ce qui est ondes électromagnétiques. Ah oui. De couper le Wi-Fi à la maison, de ne pas avoir le téléphone portable sur soi, d'être au maximum éloigné de tout ça, parce qu'on a observé effectivement qu'il y avait une forte interaction avec les ondes électromagnétiques. Quand on garde, nous, 24 heures un flacon isolé dans la maison sans ondes électromagnétiques, on observe un phénomène étrange de rétractation de certains filaments qui sembleraient être du graphène. Et en fait, on observe qu'il y a vraiment un vrai intérêt à s'isoler des ondes électromagnétiques. Merci. Oui, et même la nuit. Je ne voudrais pas que nos auditeurs soient trop perturbés. Ceux qui ont été injectés. Mais la nuit. Et donc, merci de ces conseils parce que c'est important qu'ils ne soient pas désespérés. Et de toute façon, après, voilà, la recherche continue. Il y a énormément d'équipes qui sont sur le pont, que ce soit en France, en Suisse, au Luxembourg ou ailleurs. Donc, je pense qu'effectivement, pour l'instant, c'est balbutiant, mais il faut savoir contre quoi on se bat pour pouvoir trouver des solutions. Absolument. Et là, on avance au fur et à mesure des mois qui passent, on commence à avoir une vision un peu plus claire. Oui, et je voudrais dire aussi la nuit, couper le Wi-Fi, parce que j'ai une amie qui s'appelle Lucie, elle a des acouphènes et tout ça, et ne dormez pas sur des lits avec des ressorts électriques.
prenez un matelas avec un duvet ou je sais pas quoi, mais pas avec des ressorts électriques, parce que ça favorise aussi la propagation des ondes. Et ils peuvent acheter, on peut dire aux gens d'acheter des bracelets anti-EMF. C'est-à-dire que ce sont des bracelets qui absorbent les radiations, qui jouent un peu le rôle de paratonnerre. Par exemple, si la foudre tombe, ça tombe pas sur vous. Ah, tu en as un? Oui, non, mais c'est un bracelet anti-EMF. C'est un bracelet anti-EMF. Oui, ça c'est des cristaux. Voilà, alors, vas-y. Alors là, c'est une observation des injections pures. On observe des formes rectangulaires assez caractéristiques. Et très surprenantes parce que, bon, et là, sans coloration, vraiment à l'état pur de pur, hein, on retrouve ces mêmes éléments géométriques en quantité non négligeable, parfois associés, parfois solitaires. Et là, qu'est-ce que c'est comme coupe, celle-là? Qu'est-ce que c'est comme, pardon, comme quoi? Comme coupe, là, c'est... Comme coupe, là, on est vraiment sur le produit pur, entre lame et lamelle, c'est tout. D'accord, d'accord. À fois 1000. Alors, on a des éléments comme ça qui sont réfringents, avec une espèce de fil qui fait une boucle et qui relie lui-même à une forme géométrique. Voilà, certains sont statiques et d'autres ont l'air mouvants, en fait, ont l'air d'être dotés de certains éléments qui leur permettent de se déplacer. C'est extrêmement surprenant, en tout cas. Alors, bien sûr, quand on a observé ça, ça a suscité de la curiosité de la part de certains scientifiques, des vrais pour le coup, hein, pas des infirmiers qui regardent au microscope. Et on a travaillé en collaboration, donc on leur a fourni ce qu'il fallait pour qu'ils puissent faire des observations par eux-mêmes, avec des bécanes beaucoup plus puissantes que la nôtre, évidemment, parce qu'on n'a pas les mêmes moyens. Et puis, ils nous ont sorti quelques images plus que surprenantes en nous confirmant qu'effectivement, il s'agissait de micropuces. Voilà. On peut passer à la vidéo suivante, d'ailleurs, comme ça on verra clairement à quoi ressemble ces... Deuxième observation. Troisième observation. Ces images sont magnifiques, terrifiantes. Ouais, c'est magnifique et en même temps c'est terrifiant. On a 3 observations différentes qui ont été faites. Sur chaque observation, il y a 3 zooms en fait. On est de plus en plus proche des structures. Et ce qu'on peut apercevoir dès le début, c'est qu'on a une sorte de voile plissé dessus. Les experts nous parlaient de bâche. Et en fait, cette fameuse bâche, c'est ce qu'on pourrait appeler un biofilm, ce qui permettrait de rendre compatible des corps étrangers avec des cellules humaines, avec la biologie en tout cas. On le sait en médecine, lorsqu'on introduit des corps étrangers, forcément, on risque d'induire des thromboses ou des problèmes de coagulation. Ou un rejet de ces structures. S'il est protégé avec un film biocompatible, ça rend les choses plus compatibles. Ouais. Ça pourrait très certainement être une matière lipidique. Je voulais dire aussi, ce sont des images microscope électronique. Tu peux peut-être passer la présentation PowerPoint que je t'ai montré, tu sais, pour expliquer aux gens la différence entre un microscope optique ou un microscope électronique, parce qu'il y a une polémique là avec Momochi qui a dit, il y en a qui ont pris un microscope pour enfants à 60 € et qui ont fait des expériences. Bon, oui, c'est totalement ridicule. Mais oui, franchement. Non mais on travaille avec le modèle Zeiss, qui est un modèle allemand. Zeiss fait référence en matière de microscopie. Nous, il n'est pas à 200 balles. Et on a lâché presque 5000 € pour le monter, hein, entre le microscope, la caméra, l'ordinateur et le reste. Même plus. Même plus. Donc, voilà, on est loin pas des professionnels, mais...
Voilà. Et je tiens à dire que les particules, là, c'est du 50 nanomètres, c'est entre 10 nanomètres, 20 nanomètres, 50 nanomètres. On peut monter jusqu'à 100 nanomètres, donc c'est du 10-9. Et la qu'on a vu, c'est 100 microns, donc 10-6. 100 microns, c'est le diamètre d'un cheveu. Hein. Et la résolution, pour passer à deux types de microscopes, il y a les microscopes optiques, donc qui utilisent des lentilles normales, une source de lumière et un oculaire et la lentille de grossissement là, l'objectif et l'oculaire. Et on peut avoir des grossissements au niveau des résolutions. J'ai marqué. C'était pour répondre parce qu'il y a des gens qui disent mais c'est pas possible, ça peut pas passer à travers le chat d'une aiguille. Alors j'ai envoyé le chat d'une aiguille, c'est 0,45 à 1,5 mm. Millimètre, c'est du 10-3. Ici, on est du nanomètre, hein, c'est-à-dire on est sur du 10-9, c'est-à-dire 1 milliard de fois plus petit. Donc oui, ça c'était pour dire débunker certaines fausses vérités, enfin certaines contre-vérités. Donc les images ici, j'avais noté. On n'a pas le temps de présenter ta vidéo sur les microscopes. On n'a pas le temps. Juste pour préciser, Jackie, en fait, on est de l'ordre du micromètre et pas sur du nanomètre. En fait, nous, tout ce qu'on a observé au microscope, ça fait 0,1 nanomètre. Hein. C'est du 10-6. Oui, 100, non, mais 100 microns. Et en fait, nous, quand on a observé les injections ARN messager, normalement, sur le champ optique, on ne devrait rien observer. Et on a observé énormément d'éléments qu'on a présentés dans nos films NextDose 1 et 2. Et à chaque observation, on a observé énormément de choses. Au niveau des micropuces, la plus grande qui a été mesurée par les chercheurs fait 100 par 150 micromètres. Et les plus petites font dans les 10 à 20 micromètres. Voilà. Et c'est la taille des microcircuits. Ça passe largement à travers une aiguille. Oui. Et c'est la taille des microcircuits et notamment des plaques de SiO2, de silicium ou de quartz. Donc ça correspond. Et les découpes sont très très nettes. En fait, les découpes sont vraiment bien nettes, bien parallèles. Et c'est presque un cristal parfait. C'est presque un cristal parfait. Ils nous ont même confirmé que l'épaisseur était identique, alors que les tailles des puces sont toutes différentes. Mais l'épaisseur est strictement identique. De l'ordre de 8 à 10 micromètres. Ouais, plutôt 8 à 10. Ouais. Et il a fait une image par tomographie. J'ai envoyé à Eric, peut-être il peut la passer. Et j'en ai discuté. Et c'est la surface est complètement irrégulière. Et ça, c'est pas normal sur une plaque de silicium qu'on utilise pour faire des dépôts dans la construction de nanocircuits. Est-ce qu'Eric peut nous montrer cette photo ou la vidéo? C'est une vidéo. Eric, tu nous entends? Tu peux nous passer la vidéo? Bon. Non, parce qu'elle m'a été envoyée sur WhatsApp et que je n'ai pas WhatsApp sur l'ordinateur. Non, je te l'ai envoyé sur Telegram. Non, je te l'ai envoyé sur Telegram, Eric. Bon, tu vas raconter. Bon, non, mais c'est dommage. Mais t'as pas les photos? T'as pas là? J'ai envoyé les photos. Tu les as, toi, Guillaume, non? On les a vues, effectivement. Effectivement, la surface est parfaitement lisse, parfaitement régulière, y compris en surface, mais aussi en profondeur. C'est encore plus surprenant. On a une structure qui est complètement homogène. Et tu sais, à propos du biofilm, parce qu'il faut savoir que c'est sous vide. Hein. Les échantillons, c'est un microscope électronique à balayage, donc c'est sous vide. Et j'avais suggéré justement de faire un lavage pour enlever les sels, lavage éthanol. Mais moi, j'ai toujours pas vu les images parce que j'ai pas réussi à ouvrir les images que vous m'avez envoyées. Moi, j'arrive pas à m'en pirater. On t'a envoyé le compte rendu. On t'a envoyé le compte rendu. Sans surprise, ça a tellement tout atomisé que c'est compliqué à. Pardon? Ça a tout dissous. Ah oui, tout. On a en fait, il y a eu 3 phases. Une phase graisseuse en surface, une phase intermédiaire dans laquelle il n'y a pas grand-chose, et le culot qu'on a observé, qui était très chargé, mais chargé d'éléments qu'on n'a pas réussi du tout à identifier et même à comparer avec d'autres.
Donc là, vous poursuivez vos travaux. Anne-Marie, on arrive à la fin de l'heure. Donc, quelle est la suite de vos recherches? Vous continuez Alors pour l'instant, nous, on continue toujours à observer, à continuer les observations, que ce soit des injections ou des personnes. Mais l'actualité du moment pour nous, c'est l'écriture d'un livre. Ça fait déjà quelques mois qu'on est dessus. Et on est en train de finaliser donc l'écriture de ce livre qui devrait sortir d'ici à peu près un mois. Montre la couverture. Alors, vous avez la couverture là? Je l'ai mise sur la fiche. Voilà, c'est celle-là. Je peux vous la partager si vous voulez. Oui, bien sûr, avec plaisir. Le but est évidemment d'informer un maximum de personnes, même si ça peut paraître effrayant et même si je comprends que ça soit en mode panique, on comprenne tout ça. Savoir. Mais il faut que les gens sachent. Absolument. Il faut que les gens sachent ce qu'ils ont reçu dans le corps. Dites-nous le titre du livre, bien aimé. Alors, le titre, c'est Covid-19, la vie de 2 soignants bien emmerdants. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est pour répondre à un certain président, peut-être? Bien sûr. On a un peu d'humour quand même. Alors, c'est pour diverses raisons, effectivement. Ça fait écho aussi au propos du président, qui a bien envie de nous emmerder. Mais c'est aussi parce que nos travaux, en fait, sont emmerdants, autant pour nous, parce qu'on a tous des membres de notre famille qui se sont injectés, autant pour notre entourage, etc. C'est emmerdant pour la communauté scientifique qui n'a absolument pas réagi et qui est encore très, très silencieuse en France et un petit peu partout en Europe, même s'il commence à y avoir quelques échos. Ça fait du bien, mais c'est encore très peu nombreux. Il faut que les langues se délient. Et c'est emmerdant, en fait, pour tout le monde, parce que ce qu'on a observé, c'est pas anodin. Les injections, c'est pas fini. Les gens qui les ont subies, c'est pas fini. Quand on regarde actuellement le sang des personnes injectées, on observe des éléments tellement étranges qu'effectivement, on est sur les prémices du transhumanisme. On a l'impression d'être vraiment sur des expérimentations à l'échelle mondiale qui ont été faites sans l'accord de personne. Et ça, c'est extrêmement grave. Oui, on est d'accord. Donc, c'est emmerdant pour tout le monde. Et pourquoi les poupées gigognes, là, pourquoi? Déjà parce que les poupées russes, ça symbolise toujours la fertilité et la famille, en Russie, tout au moins. Et qu'en plus, c'est le principe d'un secret caché dans un secret, caché dans un secret, etc. etc. Et c'est exactement ce qu'on vit, parce qu'on nous trimballe sans arrêt avec la protéine SPAC. On s'aperçoit que ce n'est pas la seule chose qu'il y a dans ces vaccins. Et la dernière chose, c'est parce qu'en fait, il y en a 7 des poupées. Et il y en a marre de faire tout par 6. Oui. On s'est compris. On s'est compris. On veut s'élever à un niveau supérieur. Mais je crois que c'est indispensable. Il faut pas abandonner cette dimension spirituelle. C'est important. Aujourd'hui, plus que jamais. C'est l'aspect essentiel. On essaye de nous faire croire. C'est comme l'oxyde de graphène, c'est comme l'éléphant dans la pièce et on nous agite un chiffon rouge en disant la SPAC et les effets secondaires. Ne regardez surtout pas l'oxyde de graphène pendant que nous on déroule l'identité numérique qui devrait s'achever d'ici, je rappelle, 2024 selon le plan de Davos. Donc avec l'introduction de l'euro Bitcoin pour octobre 2023, nous a dit Madame Lagarde. Oui. Donc, ça arrive. On va continuer donc à diffuser les informations le plus possible par tous les moyens mis à notre disposition. Messieurs, félicitations infiniment d'être venus, de vos travaux. Je souhaite beaucoup de succès à votre livre, beaucoup de soutien dans vos recherches parce que c'est formidable. Vous avez réussi à partir de rien au départ, à mettre en évidence des informations extraordinaires. Anne-Marie, merci de tes commentaires et de tes compléments qui sont toujours fabuleux. Merci, c'est gentil. J'espère que vous avez suivi parce que tout le monde me dit toujours. Vous êtes les bienvenus à chaque fois que vous le souhaiterez. Merci infiniment. On se retrouvera. À bientôt, amis internautes. Bonsoir et à la semaine prochaine. Et un grand bravo encore à Sébastien et à Guillaume. Un grand bravo. Chapeau. Bravo.